Un professeur d'élite force un jeune homme noir à résoudre un problème de physique sans savoir qu'il est un génie de la physique. « Que faites-vous dans mon cours ?» La voix du docteur Richard Coleman transperça l'auditorium comme un rasoir, réduisant au silence les 200 étudiants présents. Son regard était rivé sur Marcus Johnson, le seul étudiant noir assis au premier rang du prestigieux cours de physique avancée de l'université de Princeton. Marcus, 19 ans, restait immobile, son regard calme contrastant avec l'hostilité grandissante du célèbre physicien théoricien qui lui faisait face. La tension était palpable, le silence s'étirant en secondes qui semblèrent une éternité. « Je vous ai demandé ce que vous faisiez dans ma classe », répéta Coleman en ajustant ses lunettes de luxe en s'approchant. « Ce cours est destiné aux élèves dotés d'un QI exceptionnel, pas à ceux admis grâce au quota. » Des murmures nerveux emplissaient l'auditorium. Marcus était arrivé sans prévenir, sans être officiellement inscrit, assis au premier rang comme s'il était à sa place. Pour Coleman, lauréat de prix internationaux et auteur de théories révolutionnaires sur la physique quantique, sa présence était un affront personnel. « Je suis ici pour apprendre la physique, monsieur », répondit Marcus, sa voix étonnamment ferme. Coleman rit sèchement. « Apprendre la physique ? Tu ne sais même pas de quoi on parle, fit-il en désignant le tableau noir couvert d'équations complexes. On n'est pas en physique au lycée, jeune homme. Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que Marcus Johnson avait grandi dans l'un des quartiers les plus dangereux de Newark, où les écoles manquaient cruellement d'enseignants qualifiés. À 12 ans, il avait trouvé un vieux livre de physique dans une benne à ordures, et depuis, la science était devenue son refuge face à la violence qui l'entourait. Ce qu'ils ignoraient également, c'est qu'il avait lu tous les articles publiés par le docteur Coleman. « On pourrait peut-être résoudre ça de manière pratique, » dit Coleman avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Puisque vous êtes si avide d'apprendre, pourquoi ne pas venir ici résoudre ce problème ?» Il désigna une équation particulièrement complexe dans un coin du tableau. Un problème d'électronique quantique qui prendrait normalement des heures à résoudre. Les étudiants échangèrent des regards nerveux. C'était un test impossible, délibérément choisi pour humilier l'intrus et réaffirmer l'autorité du professeur. Marcus hésita une seconde avant de se lever. Alors qu'il se dirigeait vers le tableau, des flashbacks lui revinrent à l'esprit. Les nuits passées à étudier à la lueur des bougies, sans électricité. Les livres récupérés dans des bibliothèques abandonnées, les moqueries de ses camarades qui ne comprenaient pas sa passion pour les sciences. « Vous avez 1 heure », annonça Coleman en regardant sa montre avec une satisfaction anticipée. « Ou plutôt, vous avez jusqu'à la fin du cours pour au moins essayer. » Marcus prit la craie, les doigts fermes malgré la pression tandis qu'il examinait le problème. Un calme étrange l'enveloppa. Les équations avaient toujours été pour lui un langage secret, un code révélant les mystères les plus profonds de l'univers. Derrière lui, Coleman s'écarta et retourna à son bureau, certain d'avoir remis l'intrus à sa place. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était l'éclat dans les yeux de Marcus, le léger sourire qui commençait à se dessiner sur ses lèvres. « Ça vous dérange si j'utilise la méthode Coleman-Weinstein pour résoudre ce problème ?» demanda calmement Marcus, faisant référence à une méthode avancée que le professeur avait lui-même développée des années auparavant. Les sourcils de Coleman se haussèrent de surprise. Comment ce jeune homme était-il au courant de ma collaboration avec Weinstein, publiée uniquement dans des revues scientifiques hautement spécialisées? Tandis que la craie de Marcus glissait sur le tableau noir avec une précision surprenante, un silence nouveau s'abattit sur l'auditorium. L'atmosphère n'était plus tendue, mais teintée d'un émerveillement grandissant. Les mains du jeune homme gesticulaient avec l'assurance d'un chef d'orchestre, traduisant des pensées complexes en symboles mathématiques élégants. Dans l'auditoire, un étudiant asiatique nommé Min, qui observait depuis le fond en tant que chercheur associé sous la direction de Coleman, reconnut l'approche innovante de Marcus. Il ne s'agissait pas d'une simple reproduction de la théorie, mais de sa propre interprétation, presque améliorée. Coleman resta immobile, son expression oscillant entre l'incrédulité et un malaise grandissant. Il y avait quelque chose dans l'attitude du jeune homme,
dans cette aisance avec laquelle il manipulait des concepts qui faisaient suer les doctorants, qui suggéraient une histoire bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginée. Ce que personne, dans cette salle, n'aurait pu imaginer, c'est que cette confrontation impromptue ne concernait pas seulement un problème de physique. C'était le prélude à un tournant qui allait ébranler les fondements mêmes, non seulement de cette université, mais de l'élitisme universitaire tout entier. Marcus continua de résoudre le problème au tableau tandis que les murmures dans l'auditorium s'intensifiaient. En 20 minutes, et non 1 heure, ses mains expertes parvinrent à une solution qui laissa sans voix même les élèves les plus brillants. Le silence qui suivit fut différent. Non plus de dérision, mais d'admiration réticente. « Impossible », murmura Coleman en se penchant pour examiner la solution. « Tu as dû mémoriser ce problème précis. » Marcus secoua la tête. « Non, monsieur. J'ai simplement appliqué la transformation que vous avez publiée dans le Journal of Quantum Physics en 2020, mais avec une variante qui élimine 3 étapes intermédiaires. » Coleman pâlit. Cet article comptait moins de 100 citations et était considéré comme l'une de ses contributions les plus ésotériques. Comment ce jeune homme pouvait-il le connaître à ce point? Le cours est terminé, annonça-t-il brusquement. Toi, désigna-t-il Marcus, dans mon bureau maintenant, tandis que les étudiants sortaient en murmurant avec enthousiasme ce qu'ils avaient vu. Min, l'assistante de recherche, laissa délibérément tomber plusieurs papiers près de Marcus. « Aide-moi avec ça, » dit-elle doucement en se penchant, à l'abri des regards. Elle murmura. « Il va essayer de te détruire, je l'ai déjà vu. Rendez-vous à la bibliothèque à 19 heures, section de physique quantique, apportez une clé USB. » Dans l'élégant bureau de Coleman, décoré de photos de lui aux côtés de lauréats du prix Nobel et de présidents, la confrontation a continué. « Je veux savoir qui a vraiment résolu cette équation pour vous, » a-t-il exigé en jetant un dossier sur la table. Votre dossier indique que vous venez d'une école publique de Newark. Pas de concours de mathématiques, pas de prix scientifique. Expliquez-moi comment c'est possible. Marcus prit une grande inspiration. J'ai appris tout seul, monsieur, depuis l'âge de 12 ans. Des mensonges. Coleman frappa la table du poing. On se sert de toi pour me démoraliser. C'était Takahashi ou Goldstein du MIT? Personne ne se sert de moi, répondit calmement Marcus. Je peux le prouver avec n'importe quel autre problème de ton choix. Les yeux de Coleman se plissèrent. Connaissez-vous la théorie des supercordes? Je veux un essai complet sur ses implications pour l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique d'ici vendredi. 10 pages avec équation. Impossible sans formation formelle, a ricané Coleman. Je l'aurai jeudi, répondit Marcus en soutenant le regard du professeur. En quittant le bureau, il se sentait épuisé. Cette confrontation n'était pas prévue. Marcus avait passé les 6 derniers mois à préparer méticuleusement son entrée à l'université, après avoir vu sa demande de bourse rejetée 3 fois malgré ses excellentes notes. Il avait élaboré un plan audacieux. À 19 heures, dans la bibliothèque presque vide, il trouva Min dans la section prévue à cet effet. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il avec méfiance. Min regarda autour d'elle avant de répondre. « Parce que je sais ce que c'est que d'être jugé sur son apparence, pas sur ses connaissances. » Elle lui montra une clé USB. « Coleman n'est pas seulement préjugé, il est malhonnête. Il y a 2 ans, il a volé une théorie à un doctorant international et l'a publiée comme étant la sienne. Cet étudiant a été renvoyé après s'être plaint. » Marcus assimila cette information avec un nœud à l'estomac. « Comment as-tu eu ça? Je suis son assistante. J'ai accès à tout, » hésita-t-elle, y compris au prochain article, qu'il va publier. C'est révolutionnaire, mais ce n'est pas lui qui l'a développé. C'est le professeur Thomson qui l'a fait avant de mourir d'une crise cardiaque. Ce soir-là, dans le petit appartement qu'il partageait avec sa mère, une infirmière qui faisait des gardes doubles, Marcus ouvrit son placard secret. Un tableau posé au sol dissimulait des centaines de notes méticuleuses, des articles scientifiques imprimés sur du papier recyclé et des journaux remplis d'équations. Parmi les documents figuraient des lettres de refus de l'université de Princeton.
Malheureusement, vos qualifications, bien qu'impressionnantes, ne répondent pas aux critères d'excellence requis par notre programme. Dans une faible lumière, illuminant son petit sanctuaire de connaissances, Marcus envoya un courriel au département de physique. Je demande officiellement à m'inscrire au cours avancé du Dr Coleman, conformément à mon droit au programme d'accès élargi. Il savait que cela déclencherait un contrôle administratif. Coleman serait contraint de justifier publiquement tout refus. Au cours des jours suivants, Marcus a partagé son temps entre la préparation de son essai sur les supercordes et quelque chose de beaucoup plus ambitieux. En utilisant les informations fournies par Min, il a commencé à analyser le prochain grand travail de Coleman et a découvert non seulement qu'il était plagié, mais qu'il contenait des défauts fondamentaux que le professeur n'avait pas remarqués lorsqu'il s'était approprié les recherches de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, à la cafétéria de l'université, Min le retrouva. « Coleman enquête sur ton parcours. Il a découvert que tu as postulé 3 fois et que tu as été rejeté à chaque fois. Il est convaincu que tu es manipulé par un rival universitaire. »« Parfait, » répondit Marcus avec un sourire discret. « Qu'est-ce que tu prévois » demanda Min, intrigué par son calme. « La justice, » répondit-il simplement. Ce que personne ne savait, pas même Min, c'est que Marcus ne se battait pas seulement pour lui-même. Dans son quartier de Newark, il donnait secrètement des cours de physique et de mathématiques à des adolescents comme lui, des jeunes brillants sans perspective, rejetés par un système qui les jugeait selon leur couleur de peau, leur code postal ou leur nom de famille. Jeudi, comme promis, Marcus rendit sa dissertation sur la théorie des supercordes. Elle ne comptait pas 10 pages, mais 25. Et proposait une approche originale reliant la théorie aux dernières découvertes de la physique des particules. Coleman feuilleta le document avec une méfiance grandissante qui se transforma en un étonnement mal dissimulé. « C'est surprenant, » admit-il finalement. « Mais cela ne change rien. Tu es toujours un intrus dans ma classe. »« Plus pour longtemps, » répondit calmement Marcus. La réunion du comité académique aura lieu demain à 10 heures. Je serai là pour plaider en faveur de ton admission officielle. Ce que Coleman n'a pas remarqué en renvoyant Marcus d'un geste arrogant, c'est le petit sourire qui se forme sur le visage du jeune homme, le genre de sourire qui n'apparaît que lorsque toutes les pièces d'un plan méticuleux commencent à se mettre parfaitement en place. Cette même nuit, alors que le campus se calmait, la lumière brillait encore dans 2 fenêtres éloignées. Dans la première, Coleman révisait frénétiquement son prochain grand article. Dans la seconde, beaucoup plus petite et plus modeste, Marcus Johnson terminait sa propre analyse du même ouvrage, une analyse qui révélerait bien plus que de brillantes équations. Le lendemain matin, la salle de réunion immaculée était bondée lorsque Marcus entra au comité académique. 6 professeurs titulaires et le doyen occupaient une table surélevée. Coleman, impeccable dans son costume coûteux, arborait un sourire confiant. « Monsieur Johnson demande son admission officielle au cours avancé du Dr Coleman », a annoncé le Dr Harris, président du comité. « Dr Coleman, je comprends que vous avez des objections. » Coleman s'est levé avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille académique. « Ce jeune homme n'a pas les qualifications nécessaires. Sa présence compromettrait la rigueur scientifique exigée par notre institution. »« Si vous me le permettez, » interrompit Marcus, sa voix calme emplissant la salle, « j'aimerais soumettre 2 documents à l'examen du comité. » Coleman fronça les sourcils, tandis que Marcus distribuait des dossiers aux membres. Le premier document est à mon essai sur la théorie des supercordes que le Dr Coleman lui-même a qualifié d'étonnant. Les professeurs feuilletèrent l'ouvrage avec un intérêt croissant. « C'est extraordinairement sophistiqué, » murmure le Dr Peterson, spécialiste en physique théorique. « Le deuxième document, » poursuit Marcus, « est une analyse comparative entre le prochain article majeur du Dr Coleman et les travaux inédits du regretté professeur Thomson. » Le visage de Coleman se vida de ses couleurs. « C'est absurde, » balbutia-t-il. « Page NB 3, paragraphe 2, » dit calmement Marcus. « La dérivation mathématique est identique, mot pour mot, symbole pour symbole, au manuscrit de Thomson.
Un silence de mort s'abattit sur la pièce tandis que le comité vérifiait les pages. « Ça ne prouve rien, » reprit Coleman. « En partie, Thomson et moi collaborions fréquemment. » Marcus hocha la tête. « C'est pourquoi j'ai également inclus à la page 7 la preuve de l'erreur critique que le docteur Coleman n'a pas remarquée lors de la copie de l'ouvrage, une erreur qui invaliderait la théorie si elle était publiée. » Le visage de Coleman se tordit de colère. « Qui est derrière tout ça? Goldstein? Takahashi? Qui manipule ce garçon? »« Personne ne me manipule, » répondit Marcus, imperturbable. « Tout comme personne ne m'a enseigné la physique. Avancé, je me suis formé tout seul grâce à des livres récupérés à la poubelle et à des articles imprimés sur du papier recyclé. » Il se tourna vers le comité. « Je ne suis pas venu ici pour démasquer le docteur Coleman. Je suis venu parce que je mérite les mêmes chances que tout autre étudiant ayant mon niveau de connaissance. » Mine s'est levée du public. « Je peux confirmer tout cela. En tant qu'assistant du docteur Coleman, j'ai accès aux documents originaux de Thomson, et ce n'est pas le premier cas. » Le docteur Peterson retira ses lunettes. « Coleman, est-ce vrai? » Le silence de Coleman était une réponse suffisante. Son empire universitaire, construit sur le prestige et l'intimidation, s'effondrait sous ses yeux. « J'ai également le témoignage de 3 autres étudiants, » a ajouté Marcus en posant une clé USB sur la table. « Tous internationaux, tous marginalisés. » Le docteur Harris regarda Coleman droit dans les yeux. « Une enquête officielle sera ouverte immédiatement. Quant à votre demande, Monsieur Johnson, vous êtes officiellement admis au programme avec une bourse complète. » Coleman explosa. « Tu ne peux pas faire ça! Je suis Richard Coleman. Je suis en théorie fondamentale. » Debout, Marcus ajouta sans arrogance, « Et j'ai corrigé cette théorie au tableau la semaine dernière. » Coleman s'est précipité vers Marcus, mais 2 gardes de sécurité l'ont rapidement maîtrisé. « Richard Coleman, vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à la fin de l'enquête, » déclara le docteur Harris d'une voix ferme, tandis que la salle fusait d'applaudissements. Marcus resta calme. Aucune satisfaction ne se lisait sur son visage, seulement la sérénité de celui qui avait enfin pu démontrer son véritable talent. Au fond de la salle, les applaudissements redoublèrent jusqu'à emplir toute la salle. Parmi les visages présents, Marcus reconnut plusieurs étudiants issus de minorités, réduits au silence depuis des années. À ce moment historique, alors que Coleman était escorté dehors, quelque chose de bien plus grave que le plagiat était révélé. Un système tout entier conçu pour maintenir certains groupes au sommet et d'autres invisibles. Le jeune homme de Newark avait non seulement gagné sa place, mais il avait lancé une révolution silencieuse qui allait résonner dans les couloirs de la prestigieuse institution pendant des générations. Sous les applaudissements, une question planait. Combien d'autres Marcus Johnson existait-il dans le monde, leurs brillants esprits éclipsés non par leur manque de compétences, mais par un système qui refusait de les voir? 3 mois plus tard, l'auditorium principal de l'université de Princeton était bondé, non pas pour un cours ordinaire, mais pour la première conférence officielle du nouveau membre du corps professoral, le professeur adjoint Marcus Johnson, âgé de 19 ans. L'effervescence s'est atténuée lorsqu'il est monté sur scène, arborant désormais un badge officiel de professeur. « Bienvenue au premier cours de physique quantique appliquée. Repensez les fondamentaux. » commença Marcus, sa voix assurée résonnant dans l'espace même où il avait été humilié quelques mois plus tôt. Au premier rang étaient assis des étudiants de diverses filières, dont de nombreux jeunes noirs, latinos et issus d'autres. Minorités qui s'aventuraient rarement dans le domaine de la physique avancée. Parmi eux se trouvait la mère de Marcus, une infirmière qui avait changé de poste pour assister à ce moment. Marcus était devenu un symbole improbable de changement institutionnel. L'enquête sur Coleman a révélé non seulement des cas systématiques de plagiat, mais aussi des décennies de discrimination envers les étudiants issus de minorités. 6 autres professeurs ont fait l'objet d'une enquête et 2 ont démissionné lorsque leurs propres agissements académiques ont été révélés. La physique, expliqua Marcus en déroulant d'élégantes équations sur le tableau blanc numérique, n'appartient à aucune race, classe sociale ou sexe.
Elle appartient à ceux qui ont le courage de questionner et l'humilité d'apprendre. Au dernier rang, Min souriait discrètement. Désormais coordinatrice du programme de sensibilisation créé par Marcus, elle contribuait à identifier les talents exceptionnels dans les écoles publiques et les communautés marginalisées. Ce programme, financé en partie par l'indemnité de départ que Marcus avait reçue de l'université, avait déjà trouvé 3 jeunes prometteurs. Pendant ce temps, à 800 km de là, dans un petit collège communautaire de la campagne de Pennsylvanie, Richard Coleman enseignait les bases de la physique à des étudiants de première année peu intéressés. Licencié pour juste motif, sa réputation détruite, aucune institution prestigieuse n'acceptait son CV et ses publications les plus importantes avaient été retirées des revues scientifiques après avoir été prouvées plagiées. Son arrogance lui avait tout coûté. Après la conférence inaugurale, le docteur Peterson, celui-là même qui avait évalué le travail de Marcus au sein du comité, s'est adressé à lui. « Ce théorème sur les applications pratiques de la mécanique quantique en informatique est absolument brillant », a-t-il déclaré. « Merci », répondit Marcus. « Mais ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est le fruit d'un groupe d'études que j'ai formé à Newark, des jeunes brillants sans accès à l'éducation formelle. » Ce fut le tournant le plus important. Marcus avait transformé sa salle de classe à Princeton en un pôle connecté virtuellement avec des dizaines de jeunes talentueux issus de communautés marginalisées, créant ainsi un modèle d'éducation collaborative qui remettait en question l'élitisme académique. Sa première publication officielle, Démocratiser le savoir scientifique, un modèle d'inclusion radicale en physique théorique, suscitait autant d'intérêt que ses découvertes en physique quantique. À la fin de la journée, alors qu'il traversait le campus, Marcus s'arrêta devant le bâtiment de physique, observant son nom récemment ajouté à la plaque de la faculté. Un petit groupe d'étudiants noirs de première année s'approcha timidement de lui. « Professeur Johnson, » a déclaré une jeune femme, « nous avons formé un groupe d'études inspiré par votre histoire. Certaines d'entre nous ont failli abandonner avant d'entendre parler de vous. » Marcus sourit, se remémorant quelques mois plus tôt. « Le plus grand obstacle à la connaissance n'a jamais été notre capacité, dit-il. C'est le monde qui nous a convaincus que nous n'avions pas notre place dans certains espaces. Mais quand on prouve sa valeur, peu importe à quel point on essaie de nous rabaisser, on ne s'ouvre pas seulement des portes, on ouvre des portes à tous ceux qui viendront après nous. » Ce soir-là, dans son nouvel appartement près du campus, Marcus s'assit pour examiner le CV d'un jeune homme prometteur de Chicago que Min avait repéré. Dans un coin de son bureau se trouvait la lettre de refus que Princeton lui avait envoyée à 3 reprises, accompagnée d'une note manuscrite. « Parfois, il faut enfoncer la porte qu'ils insistent pour vous fermer. » L'histoire de Marcus, Johnson nous rappelle que le véritable génie ne se mesure pas seulement à la connaissance, mais au courage d'affronter et de transformer un système conçu pour exclure.